Alors, le colloque d'aujourd'hui, l'autonomie fiscale, concerne un sujet d'une très grande importance à notre sens. En effet, il est porteur d'un enjeu majeur qui est celui de l'avenir de la décentralisation. Et par conséquent, il était aussi porteur d'un modèle politique, d'un modèle économique, d'un modèle administratif, d'un modèle social pour demain. Alors le sujet de l'autonomie fiscale locale n'est pas un sujet nouveau. Il est, vous le savez bien, régulièrement débattu depuis maintenant des années. Néanmoins, aujourd'hui, il se pose dans le cadre d'un environnement qui est marqué par une nouvelle transformation, et je dirais même une nouvelle métamorphose de notre société depuis une quarantaine d'années, c'est-à-dire en fait depuis les débuts de la crise économique des années 1970. De nous accueillir pour ce quatrième colloque. Comme Michel l'indiquait, cette fois-ci, c'est sur l'autonomie fiscale des municipalités. On constate évidemment qu'on a beaucoup à apprendre des autres juridictions parce que les problèmes qu'on vit, ça ressemble en grande partie. Il y a toute la répartition des pouvoirs et des responsabilités d'un côté, le moyen de les financer de l'autre, puis ça crée certaines tensions dans le contexte actuel. On va aujourd'hui donc vous faire part de notre expérience, des difficultés qu'on vit, des pistes de solutions qu'on envisage. On s'attend à recevoir la même chose de vous, puis à en tirer des leçons qui nous seront certainement utiles dans le futur. Si l'on part des communes au département jusqu'aux régions, on s'aperçoit évidemment que nous sommes dans un système excessivement, je dirais, complexe, mais aussi excessivement compliqué, dans la mesure où nous avons énormément de petites structures. Et énormément de petites structures, si vous regardez les chiffres concernant la taille de nos communes, vous vous apercevrez que nous avons un peu plus de 50% des communes qui ont moins de 500 habitants en France. Nous avons des communes très petites en France, notamment en région montagneuse, où vous avez très peu d'habitants dans certaines communes. C'est qu'à la différence de l'État et de la sécurité sociale, les collectivités locales doivent amortir leurs dettes. C'est-à-dire que les budgets intègrent le remboursement du capital. Nous ne sommes pas en dette perpétuelle. Et nous intégrons également pour un certain nombre de collectivités une politique d'amortissement, y compris des subventions pour certaines collectivités. Voilà, ce qui en fait une différence singulière entre l'État, la sécurité sociale et le bloc local. Ceci étant, ça n'exonère pas le bloc local d'une contribution à la réduction de la dépense publique et des déficits publics, à mon sens. La Cour suprême a très peu examiné cette question dans très peu de causes, et finalement, à partir du moment où la loi est valide du Parlement du Canada, est valide constitutionnellement, même si elle empiète, si ça empiète un peu sur les compétences des provinces, la Cour ne veut pas s'en mêler. En fait, c'est pas à moi à contrôler, à préserver l'autonomie des provinces en contrôlant le pouvoir de dépenser du fédéral. La relation de la France avec ses collectivités territoriales est une relation qui se veut complexe. En effet, au-delà des débats traditionnels entre Jacobins et Girondins, l'histoire constitutionnelle nous renseigne sur les difficultés à appréhender le local. Nous en avons la preuve, pour preuve le fait que parmi les constitutions révolutionnaires, seule celle de 1793, qui ne fut jamais appliquée, et celle de l'an 3 mentionnent les collectivités territoriales en leur texte. Il faudra attendre les constitutions de 1948 et de 1958 pour voir affiché par le constituant le principe de libre administration des collectivités territoriales, principe qui sera solennellement enrichi à travers la révision constitutionnelle effectuée en... Sur le plan législatif, le Québec a sa propre loi de l'impôt, donc est capable de déterminer sa propre assiette fiscale et également les propres taux d'imposition, alors que dans les autres provinces, le fédéral dirige pas mal l'assiette fiscale, à quelques exceptions près. Donc, par exemple, lorsque le fédéral fait son budget, il peut changer, il peut apporter des modifications à l'assiette fiscale, et le Québec prend la décision avec l'Assemblée nationale de soit s'harmoniser avec la mesure du fédéral ou carrément ne pas décider de s'harmoniser
Et ce qui fait en sorte que ça crée des différences au niveau législatif entre l'impôt du Québec et l'impôt fédéral pour les sociétés. Donc, on a vraiment pour les sociétés deux paliers d'imposition différents, deux juridictions différentes au niveau de l'imposition. L'autonomie réelle et les pouvoirs d'investir, de répondre aux aspirations de nos populations, de rénover nos infrastructures, passe par une fiscalité autonome et vivante. Autonome dans le sens certainement québécois du terme, c'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas de discussion. Les villes fixent leur propre budget et elles fixent leur taux de taxe selon les besoins qu'elles veulent rencontrer. C'est clair. Autonome et aussi moderne, c'est-à-dire qu'ils puissent répondre aux aspirations, aux besoins réels. La base d'imposition des impôts locaux n'est pas du tout la même qu'au Québec, puisqu'elle repose sur une valeur locative qui est quelque chose de virtuel. C'est une valeur multipliée par une superficie. Il faut savoir que cette valeur est virtuelle, c'est-à-dire qu'elle a été calculée en 1968, selon des critères compliqués. Donc aujourd'hui, on ne sait plus du tout ce que ça représente. Et puis la superficie est également une superficie virtuelle, c'est-à-dire que ça n'est pas du tout la superficie du logement, mais on agrandit, on diminue, etc. Donc ces valeurs n'ont aucun rapport avec la réalité. Nous écrivions à l'époque dans la Cité pour dire quelle est la bonne hauteur de la fiscalité. Autonomie fiscale. Ou la meilleure pondération entre les multiples objectifs de la gestion municipale. Il n'y a pas de vérité managériale, mais le dialogue entre les administrés et les élus. Et nous avions un paragraphe, vous le retrouverez, page 168, ça figure dans toutes les bonnes bibliothèques, l'acte essentiel des élus municipaux porte sur le choix du niveau global d'imposition. C'est que notre nombre de communes n'est pas stable. C'est-à-dire, justement à cause de la fusion des fusions. Donc non seulement on a peu ou quasiment pas fusionné, mais à raison de 1 à 3 par an, c'est à peu près les chiffres que j'ai regardés, on a une commune, éventuellement une commune en moins, 2 communes en plus. 2 communes en moins, 1 en plus. Voilà, on joue à ce petit jeu. Alors peu importe, on n'est pas à la commune près, mais c'est pour vous indiquer la nature politique extrêmement lourde de ces fusions de communes et du nombre de communes en France. C'est quelque chose, et j'y reviendrai, c'est quelque chose de fondateur de notre mentalité, je crois. Lorsqu'on parle d'autonomie, puis qu'on va voir dans le dictionnaire Robert ce que ça veut dire l'autonomie, dans le dictionnaire Robert, on nous parle d'indépendance, on nous parle de liberté. Et lorsqu'on parle d'autonomie complète, on va même jusqu'à parler de souveraineté. Alors, aussi surprenant que ça puisse sembler, aujourd'hui, je vais vous dire qu'en réalité, l'autonomie dans le domaine de la concurrence fiscale, c'est beaucoup plus une illusion qu'une réalité. Puis ça va probablement être ça le fil conducteur de ma présentation. Vous avez l'équivalent de la TVA. Alors nous, ces entreprises locales, domestiques, qui ont pignon sur rue, ont l'obligation d'agir à titre de mandataire et de percevoir cette taxe. Elle collecte environ 13 milliards de dollars annuellement. Ça prendrait 800 000 fonctionnaires pour collecter ces taxes si ces entreprises n'étaient pas présentes. Mais avec la venue du commerce en ligne, ça vient un peu déstabiliser le paysage économique. Et on a vu que les entreprises étrangères, qui, eux, c'est des supranationales, c'est-à-dire des entreprises qui font affaire partout, tout en étant responsables nulle part. Et je dois immédiatement faire une confession, Monsieur le Président. J'ai décidé de vous voler un peu votre titre, le règne de l'irresponsabilité fiscale, mais je vous citerai sur un passage là-dessus. Je trouve que c'est un titre tout à fait à propos des supranationales qui, effectivement, tirent leurs profits généreux dans les pays comme la France, l'Angleterre et les États-Unis et le Canada, sans jamais être redevables. Le problème du commerce numérique est le 2 ordres présentement. L'impôt sur le revenu qui n'est pas perçu par les juridictions, ainsi que les taxes de vente qu'on a beaucoup de difficultés à percevoir puisqu'on n'a aucune assise sur des entreprises étrangères. Vous aurez compris que finalement la dernière interrogation de cette table ronde est de savoir s'il peut finalement exister un espace de liberté. Vous avez parlé de liberté pour
non c'est pas vous, c'est Jean-Pierre Vidal qui a parlé d'espace de liberté pour essayer de définir la notion d'autonomie. Est-ce qu'il peut exister un espace de liberté réelle pour les collectivités infra-étatiques? Si on regarde la répartition de l'utilisation des modes d'imposition, grosso modo, on constate qu'à l'égard de l'imposition des revenus ou des profits, on constate que le tiers de nos recettes fiscales au Québec et dans l'OCDE proviennent de ce mode d'imposition-là. Après ça, il semble y avoir une divergence apparente entre l'utilisation des cotisations sociales, beaucoup plus prédominante dans l'OCDE et beaucoup moins élevée au Québec. Par contre, si vous additionnez les cotisations sociales et les impôts sur le salaire, on s'aperçoit que le 2 tiers des prélèvements demandés aux entreprises viennent en lien avec le masse salariale qui est versé par ces entreprises-là. Et qu'enfin, tant dans l'OCDE qu'au Québec, les taxes sur le capital sont des modes d'imposition beaucoup moins utilisés. Le local sur les entreprises est vraiment une ressource importante des collectivités territoriales. Mais cette circonstance induit chez les élus locaux un contresens. C'est-à-dire que pour eux, l'impôt local sur les entreprises, c'est la contrepartie des charges, des suggestions, des nuisances que cette entreprise représente pour la collectivité. Et dans cette interprétation, dans la mesure où ces nuisances, etc., c'est une nébuleuse imprécise, la collectivité territoriale peut espérer tirer des entreprises les ressources maximales. Je voudrais d'abord remercier très chaleureusement nos amis québécois, au premier chef Maurice Mondrin, président de la BFF, Chantal Jacquier, qui est à ses côtés pour l'accompagner dans ces entreprises, tous les intervenants québécois et nos amis qui ont fait le trajet fatigant pour venir nous éclairer sur la réalité fiscale locale de votre pays. Je voudrais également remercier très chaleureusement nos intervenants français qui nous ont fait l'amitié de travailler pour nous.